Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle intervention. Donc, ici, François Ablé, Frank Belfort pour ceux qui me suivent sur Twitter et sur les autres médias sociaux, notamment aussi TradingView. Alors, vous avez l'habitude vous m'avez connu plus ou moins sur l'angle financier, économique, trading en l'occurrence. Et de temps en temps, je me permets de faire des interventions, donc des petites émissions, des causeries aussi, avec nos followers ou ceux qui souscrivent à nos émissions. Alors, c'est dans ce cadre-là qu'aujourd'hui, je suis devant vous, en attendant que les uns et les autres se connectent. Donc, je tenais à faire cette intervention, cette vidéo, pour vous souhaiter une très bonne et heureuse année 2020 à tous et à toutes. Vous dis merci pour toute votre marque de sympathie, tout votre attachement à ma personne. Donc, à tout votre égard, en fait, pour ce que je fais, pour ce que je continue d'accomplir sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire la mission de démocratisation de l'information financière. Et c'est dans ce cadre-là que je me suis toujours inscrit. Et je fais cette vidéo, cette intervention pour parler un peu de l'année 2019-2020 qui s'est achevée. Donc 2019 qui s'est achevée et on commence 2020, une nouvelle ère, une nouvelle décennie qui va commencer. Et il est important, pour moi en tout cas, de faire un bilan, une rétrospection de ce qui s'est passé en 2019 et puis de se projeter vers l'avenir, donc des perspectives qui vont commencer. Et j'ai tenu donc à faire ce petit live, ce petit direct, improvisé d'ailleurs, voilà, qui n'est pas préparé. Vous me connaissez, je n'ai pas l'habitude de faire des directs préparés, des lives, on va dire, minutieusement étudiés, et puis d'avertir. Si j'ai une information, je la diffuse à l'instant où l'information passe dans ma tête. C'est un peu mon style. Donc, ceux qui sont là profitent de l'information. Ceux qui ne sont pas là la verront après, en différé. C'est pas grave. L'objectif n'est pas de juste faire de l'affluence. C'est plutôt le contenu, le message que je veux diffuser qui est le plus important. Voilà pourquoi la plupart du temps, mes directs ne sont pas avertis. Ce sont des directs improvisés. Donc, je passe le message et ceux qui sont là, ils en profitent. Quelquefois, je peux mettre une note, on va dire, à 15 minutes ou 30 minutes à l'avance, juste pour avertir. Mais de façon générale, si vous me suivez depuis longtemps, je n'ai pas l'habitude de prévoir ou on va dire, de programmer des interventions. D'accord? Sauf si je suis invité dans des médias officiels, que ce soit en ligne ou bien des médias physiques ou comme à la radio, des choses comme ça. OK? Alors, mon nom est François Ablé, donc pour ceux qui viennent me découvrir, si vous êtes sur cette page, ça veut dire que vous savez un peu ce que je fais. Vous m'avez connu certainement à partir de 2016 où j'ai commencé vraiment à être, on va dire, une personnalité publique. J'ai commencé à véhiculer mon point de vue, j'ai commencé à diffuser mon information, ce que je sais de la finance des marchés. Et en 2017, j'ai décidé de lancer une académie qu'on appelle GSTA. D'accord? GSTA qui s'arrête, donc qui a pris fin après plus ou moins un passage éphémère. Pourquoi? Parce que, bon, créé en 2017, novembre 2017, on a aussi fini ça. J'ai arrêté donc les formations en novembre 2019, d'accord? Donc, ce que je retiens de ce passage, c'est un passage éclair, oui, mais c'était très bien parce que dans la mesure où ma mission au départ, lorsque j'ai créé cette académie, c'était bien sûr de former de façon professionnelle les traders particuliers, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas eu la chance d'intégrer des salles de marché comme moi, de les faire bénéficier de mon savoir et de les faire bénéficier également des méthodes que les professionnels utilisent pour travailler sur les marchés financiers, ce qui a été fait parce que quand je suis arrivé, par exemple, un des avantages ou on va dire, un des gains du GSTA, c'est que c'est le GSTA dans la communauté francophone qui a vraiment démocratisé l'analyse fondamentale et l'analyse macro.
et qu'aujourd'hui, beaucoup de gens maintenant s'intéressent à ça. C'est le fruit, ce travail a un nom, c'est GSTA avec François Ablé. Donc, au départ, quand j'arrivais sur les réseaux sociaux, il n'y avait pas de... Tout le monde était très attaché plutôt à l'analyse technique, ce qui marche très, très bien, d'accord? Loin de là, mon idée de dénigrer un style particulier. De toute façon, les deux analyses ou les deux approches se valent, elles sont indissociables. Donc, du coup, ça a permis donc de fédérer, de faire une belle mixture et ça a permis aux gens de réussir sur les marchés financiers. D'accord? Donc, c'est un des avantages de GSTA, donc de sa mission. Pourquoi est-ce que j'avais créé une académie? Parce que au départ, mon souci, c'était de non seulement ouvrir une académie pour former des traders indépendants, recorter du capital pour construire un fonds décent afin de travailler, de trader avec ceux qui avaient été piqués par cette philosophie que je voulais transmettre à travers mes formations et à travers mon savoir-faire. Donc, c'est cette mission qui m'a motivé au départ afin d'ouvrir le GSTA. Et force est de constater que je n'ai pas atteint mon objectif. Pourquoi? Selon moi, c'est que peut-être que je n'étais pas à la bonne place parce que vous savez, les réseaux sociaux sont ce qu'ils sont. C'est vrai qu'aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, ça nous facilite, ça nous donne l'opportunité ou la permission de diffuser ou de divulguer ou de démocratiser l'information de façon gratuite et accessible à tous et à toutes. Mais en même temps, l'autre revers de la médaille, c'est que on assiste à beaucoup de choses, d'accord? On assiste à beaucoup de choses et on est assimilé à un certain groupe de personnes qui ne sont pas nécessairement des bonnes personnes, d'accord? Donc, du coup, ça fait que le travail que nous faisons est un peu fatigant, il est saboté parce que les vidéos que nous mettons sont des vidéos de grande qualité, c'est des vidéos avec des informations généralement qui ont été acquises à la sueur du travail, du front, et aussi à la sueur aussi du portefeuille parce qu'il faut payer pour avoir l'information. Mais je me suis entêté à vous le donner gratuitement, de sorte à vous donner une certaine vision et facilité des marchés. Bon, ça a marché comme ça a pu. J'ai pu rencontrer beaucoup de gens très intéressants. J'ai aussi eu affaire avec des cas difficiles. C'est comme ça, c'est la vie. Et ce que je retiens là-dedans, c'est que ça a été un passage quand même assez enrichissant. Ça m'a permis de pouvoir progresser dans des sphères que je n'imaginais pas. Ça m'a permis aussi de me rapprocher de beaucoup de gens. Et c'est ça qui est le plus important. D'accord? Je retiens seulement que les bonnes perspectives et le bon côté des choses. Donc, GSTA n'ayant pas été accompli, j'ai donc décidé d'arrêter 2 ans après sa création pour me consacrer à d'autres activités, puisque au-delà de l'école, n'oubliez pas aussi que je suis un professionnel de la finance, donc je travaille dans un cabinet de gestion de patrimoine privé en tant que professionnel junior. J'ai aussi on va dire des occupations personnelles que j'ai en cours. J'ai animé, vous m'avez vu aussi avec certaines écoles de trading, notamment le trading.fr, vous m'avez vu là. Là-bas aussi, c'est fini. Mon partenariat et ma collaboration avec eux s'est arrêté en mi-décembre 2019. J'ai aussi des partenariats qui sont en cours, qui ont été concrétisés, notamment un des plus gros succès de 2019, c'est bien sûr mon rapprochement avec Prosperity Club. Donc, pour ceux qui ne savent pas, Prosperity Club, c'est un club d'investissement un club d'investissement montréalais qui regorge des professionnels de la finance au Canada, à Montréal. À l'instar des autres clubs d'investissement qui sont souvent homogènes, qui ne composent que des professionnels du même domaine. Par exemple, les clubs d'investissement immobilier ne regorgent que des gens qui sont dans l'immobilier, mais au Prosperity Club, qui est à Montréal, c'est un club d'investissement qui regorge plusieurs professionnels de la finance. Donc, c'est un club hétéroclite, hétérogène, dont on a des comptables, des fiscalistes, des avocats en droit des affaires, des économistes comme moi, des traders, des financiers, ainsi de suite.
Donc, c'est à partir de on va dire, ce club d'investissement avec lequel je fais maintenant, je poursuis mes activités pédagogiques, professionnelles, de recherche, et je suis un ambassadeur de ce club. Donc, ça veut dire que je défends les intérêts de ce club en permettant l'accessibilité à tous ceux et à toutes celles qui s'intéressent, c'est-à-dire que ceux qui veulent être encadrés par cette structure au niveau du contenu, au niveau de la recherche d'informations financières, si elles sont on va dire des néophytes dans l'investissement personnel, de la finance personnelle, on a des ressources, on a on va dire des outils pour permettre à ce que les gens soient bien encadrés, et il y a aussi des activités extra professionnels associés à ce club, parce que y a des 5 à 7, des soirées de réseautage et ainsi de suite. Donc, des choses pour vous mettre dans une dimension de professionnel, parce que on est entouré de professionnels, et également ceux qui s'intéressent beaucoup à la finance personnelle, parce que c'est très important, c'est-à-dire épargner de l'argent, se créer des budgets, sur le point fiscal aussi, sauver de l'argent, sauver des impôts et des choses comme ça. Donc, avec ce club d'investissement montréalais que je vous invite à aller à regarder, à voir sur le Google, vous retrouverez le site internet dans le descriptif à la fin de ce direct. Donc, Prosperity Club. Et puis, donc, François Ablé aussi, à partir de moi, si vous souhaitez me suivre, ceux qui sont au Canada, bien sûr, ou bien au Québec ou à Montréal, je vous invite fortement à rentrer en contact avec nous si c'est des choses qui vous intéressent, c'est-à-dire la culture de la recherche d'informations, l'apprentissage des marchés financiers, l'encadrement au niveau de votre finance personnelle, le chemin pour emprunter votre indépendance financière en quelque sorte, ou votre prospérité économique, donc, dont le nom l'indique, Prosperity Club, voilà, .ca. C'est donc la place qu'il vous faut pour pouvoir poursuivre votre chemin pour arriver à la finalité qui est donc la liberté financière, entre autres. D'accord? Donc, moi, personnellement, le GSTA, comme je vous ai dit en début, en prélude, j'ai arrêté donc les formations avec GSTA en particulier, parce que dans le club d'investissement aussi, je vais commencer à former ceux qui veulent justement connaître un peu les secrets de l'analyse fondamentale, ceux qui veulent travailler comme faire de l'investissement, on va dire, avec les méthodes de macro, les méthodes macroéconomiques, ce qu'on appelle souvent en anglais le Global Macro Investment ou bien Global Macro Trading, donc l'approche macroéconomique ou fondamentale pour pouvoir prendre des positions, des décisions financières en vue de faire des gains. D'accord? Donc, c'est dans ce club dont maintenant je fais partie, je suis à part entière membre. J'ai aussi des partenariats avec quelqu'un que vous connaissez beaucoup, que vous appréciez aussi, c'est bien sûr Madame Karen Peloual, qui est l'experte renommée internationale en Ishimoku. D'ailleurs, elle sera en tournée à partir dans la fin du mois de janvier, au début du mois de février. Elle sera au Japon, elle sera en Nouvelle-Zélande, elle sera même, je pense, au Brésil aussi. Donc, c'est quelqu'un qui a une dimension assez interplanétaire au niveau de l'analyse technique sur Ishimoku. Elle forme beaucoup de banquiers et des gérants de fonds en salle de marché. Donc, nous sommes en partenariat avec elle, et elle est aussi, elle a des connexions à l'intérieur de ce club d'investissement montréalais, où des fois on peut la voir faire des interventions à titre éducatif, d'accord, pour permettre à ceux qui veulent réussir sur les marchés financiers avec la technique d'Ishimoku, d'accord. Donc, nous inscrivons aussi dans cette voie avec elle, et nous travaillons ensemble, d'accord. Au niveau au-delà de l'aspect donc de GSTA, puisque maintenant GSTA est fini, il n'y a plus de formation à partir du GSTA, mais je reste quand même assez, on va dire, ouvert, je reste assez disponible pour ceux qui souhaitent travailler avec moi, ceux qui veulent apprendre des méthodes ou
de l'approche macroéconomique. Cela va se faire par des séances d'encadrement personnalisées, des séances de supervision, comme on peut le dire, de coaching, en quelque sorte, en griffe. Mais c'est plus un coaching, ce n'est pas seulement basé sur l'aspect théorique où on ne fait que discuter ou parler ou regarder la théorie. C'est vraiment sur une approche de façon succincte où on prend des positions. Il y aura donc des séances de trading live qui seront associées à cela. Parce que le but, ce n'est pas de juste apprendre. Il faut aussi travailler la matière, d'accord? Il faut travailler la théorie pour être au plus au top, d'accord? Et ça peut se faire entre 4 mois à 6 mois maximum que je vais suivre ceux qui sont intéressés, en l'occurrence, pour pouvoir progresser sur les marchés financiers, d'accord? Autrement dit, l'approche que j'utilise pour travailler personnellement sur les marchés financiers, c'est ce que je veux vous apprendre pour ceux qui sont intéressés. Mais au-delà de GSTA, je vous ai dit, c'est fini. Vous avez vu récemment sur les différentes pages, vous avez vu des changements. Donc, la bannière GSTA, en quelque sorte, elle est définitivement retirée. On faut faire place à aux nouvelles perspectives que j'ai décrit tout à l'heure avec justement les partenariats avec notre club d'investissement à Montréal, donc le Prosperity. Ça va être aussi maintenant des vidéos d'intervention dont vous êtes habitués, donc toujours au même style pour critiquer l'actualité fondamentale, pour donner une certaine lecture de l'approche globale des marchés. De temps en temps, quand j'aurai le temps, j'enregistrerai des séances de live trading sur les différentes chaînes YouTube, notamment la chaîne YouTube François Ablé. Vous allez voir, c'est sur YouTube. Il y en a deux. Il y a une pour parler vraiment de l'information globale des marchés. Et puis, il y a une chaîne où on va vraiment pour faire quelques pratiques. Donc, de temps en temps, je vais mettre des vidéos interactives, des vidéos à caractère éducatif et informatif pour vous aider à voir un peu comment est-ce qu'on intervient sur les marchés financiers. D'accord? Donc, il y aura ça pour le menu en 2020. Pour ceux qui sont au Canada ou ceux qui sont au Canada, à Montréal, en Ontario ou au Québec, ils peuvent m'appeler sur le numéro qui est, on va dire, sur la page officielle de GSTA. Donc, vous allez, l'ancienne page de GSTA qui est maintenant, qui est toujours GSTA, mais parce que on est dans un processus d'attente avec Facebook de changer le nom de la page qui va s'appeler maintenant François Ablé officiel, d'accord? François Ablé Prosperity Club, parce que c'est dans le cadre de notre partenariat. Sur cette page-là, vous aurez le numéro, donc 514-943-4416 pour ceux qui sont au Canada et en particulier à Montréal ou au Québec, peuvent m'appeler directement, il n'y a pas de protocole, peuvent m'appeler directement sur WhatsApp, Viber ou bien numéro de téléphone régulier pour qu'on puisse parler, être encadré s'ils souhaitent. Donc, on aura donc puisque je suis accessible pour ceux qui sont sur place, on aura donc l'opportunité et la possibilité de pouvoir discuter entre autres, d'accord? Maintenant, pour ceux qui sont en France, en Europe, en Belgique et ainsi de suite, en Afrique, bon, pour vous pouvez, puisque avant c'était avec GSTA qu'on communiquait, maintenant, puisque GSTA, on a arrêté, vous pouvez m'écrire. On peut également organiser des séances si vous connaissez l'outil Zoom, il y a Google Hangout, il y a Skype, il y a beaucoup d'outils, des visioconférences qu'on pourrait donc faire afin de pouvoir définir le cadre qui vous intéresse et travailler convenablement avec ce que nous avons. D'accord? Donc, c'est de cela que je voulais vous parler aujourd'hui. Je vous ai parlé de GSTA, je vous ai parlé de Prosperity Club, donc le club d'investissement de Montréal. Et je vous ai fait aussi le bilan de 2019-2020 un peu. Donc, j'ai survolé. Alors, un autre élément, c'est que au niveau de GSTA, quand on était très actif, alors je vous avais dit qu'on a arrêté parce que je suis rentré dans une autre perspective, dans une autre dimension au niveau de mes apparitions sur les réseaux sociaux et même dans les médias
les médias publics et je n'avais plus nécessairement le temps de pouvoir le faire. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'est que, ben, vous savez que les réseaux sociaux, c'est un lieu où, bon, il y a beaucoup de gens un peu difficiles et pour ne pas toujours être associé ou, on va dire, lié à ce genre de personnes, j'ai préféré me retirer. Mais je continue toujours à être présent sur Facebook, YouTube, à ma manière. Il y a aussi le fait que les publicités, puisqu'on ne peut pas, je ne peux pas me consacrer uniquement à faire que de la pub pour cette académie, parce que je trouve que c'est une perte de temps. Mon but, c'était vraiment de pouvoir former des personnes qui étaient intéressées au trading, mais je ne pouvais pas consacrer un budget important pour la publicité parce que le but, ce n'est pas de faire de la pub pour vendre des formations. Donc, du coup, cette manne financière consacrée au budget a été utilisée tout simplement pour réinvestir dans un capital décent pour pouvoir travailler sur les marchés financiers parce que c'est ça ce qui est le principal objectif. Donc, du coup, ça fait que j'étais pas assez médiatisé. Mais maintenant, avec la nouvelle structure structure auquel j'appartiens, il y a plus un déploiement plus important. Vous avez vu récemment les apparitions que j'ai faites. Ça a très bien été. Et avec là, au moins, vous pourrez me suivre de façon continue et en permanence. Donc, vous pouvez donc vous intéresser à ça de près. Même pour ceux qui sont en France ou en Europe, c'est totalement accessible. D'accord? Il n'y a pas de rejet ou des choses comme ça. Donc, c'est ça que je voulais préciser. Je suis avec vous pour un peu de temps. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire dans le chat. Je vais regarder ceux qui sont là et puis après ça, je vais aussi me prononcer sur l'année financière en quelque sorte et puis à quoi je m'attends dans la nouvelle année. D'accord? Alors, Pierre Degré, bon, il y a Bauduc qui est là. Bonjour à Bauduc. Merci d'être là. Marc-Antoine Carrier, bonjour à toi. Merci beaucoup d'être là. Donc, Marc-Antoine Carrier, qui est aussi très proche de notre club d'investissement du Prosperity Club. Ça fait très plaisir de voir nos membres là. Pierre Degré, donc, est un ami qui travaillait, qui travaille, je ne sais pas s'il continue, puisqu'il y a longtemps qu'on ne s'est plus, on s'est perdu de vue, qui est quelqu'un que j'ai côtoyé parce que c'est un ancien trader de matières premières de commodités. Il faisait le trading à l'ancienne, donc la négoce qu'on l'appelle, c'est-à-dire sur le marché du sucre, du cacao, des choses comme ça. C'est comme ça que je l'ai connu et on a collaboré ensemble à un moment. Puis bon, avec faute des activités professionnelles qui nous prennent, qui nous submergent, on s'est perdu de vue, mais ça fait plaisir de le revoir. Alors, Pierre qui dit « Bonjour François, alors tu ne me parles plus depuis que tu travailles avec Jou. » Non, pas du tout. D'ailleurs, comme j'ai dit tout à l'heure, lors de ma collaboration avec le trading.fr, c'était aussi éphémère. Hein. Ça a duré deux mois et demi, d'accord? Donc, j'ai produit pratiquement 10 semaines d'émissions, d'accord? Parce que les émissions étaient hebdomadaires. Donc, j'ai réalisé 10 émissions et je me suis arrêté avec eux parce que j'avais plus le temps de pouvoir poursuivre. Donc, c'est faute d'un calendrier chargé. Donc, c'est pour ça que j'ai dû arrêter ma collaboration avec le fondateur du trading.fr que vous connaissez tous, d'accord, qui est Jonathan Hiel, d'accord, que je salue aussi, que je transmets toutes mes amitiés et je lui souhaite une très bonne, heureuse année et succès pour son académie qu'il a mis en place, ok? Donc, je suis toujours disponible, Pierre, si tu veux, après le direct, on pourra donc causer tranquillement en inbox. Alors, Ferdinand, Vakou Ferdinand, bonsoir François, bonsoir Ferdinand. Ferdinand qui est aussi un de nos membres de GSTA depuis la Côte d'Ivoire, qui nous suit beaucoup, qui suit nos activités. Je te transmets mes salutations sincères. Bonne heureuse année à toi depuis Abidjan et puis félicitations également pour le progrès que tu as réalisé depuis tout le temps que tu me suis. Okay? Donc,
Voilà, Pierre. Donc, non, je ne suis pas fâché après toi. Et puis, on se parle bientôt. Très bien. Donc, voilà, c'est une causerie. Donc, je vous ai fait un peu le bilan de l'année 2019-2020 au niveau de mes activités professionnelles. Bon, vous savez que pour revenir un peu sur mon parcours, vous savez que, bon, le 30 décembre 2017, ça faisait 12 ans que j'étais ici au Canada. Je suis arrivé ici en 2007. Euh, je suis arrivé en tant qu'étudiant étranger avec une bourse, la bourse de la francophonie, pour ceux qui ont l'habitude d'appliquer qui veulent aller étudier au Canada ou au Québec à l'époque. Il fallait, vous pouvez venir juste comme ça si vous avez pas mal de moyens à votre disposition ou si vous voulez bénéficier d'une bourse, vous pouvez aussi faire l'application. C'est ce que moi j'ai fait. Donc j'ai appliqué à partir de mon ministère, le ministère de l'Éducation nationale, via celui de Québec. Donc, il y a un accord et ça concerne également les étudiants de la francophonie, étudiants de France en question. Donc, je suis arrivé là en 2007 pour étudier l'économie. Voilà, j'avais à peine, je crois, j'avais à peine 19 ans et je suis arrivé, bon, nouvelle terre, choc climatique, parce qu'on quitte un endroit où il fait 30 degrés, 33 degrés pour arriver dans un endroit où il fait moins 33. Donc, c'est pas facile. Mais bon, c'était le courage. On est jeune, on est valide, on est en pleine forme. On est bourré d'ambition. Donc, je suis arrivé, je me suis fait des amis, des connaissances, des acquaintances. J'ai étudié à l'école de sciences de gestion, donc, qui est une école très importante, et surtout dans la francophonie au Canada. Après l'HEC, c'est mon école de commerce, là où je viens. La plupart des économistes qui ont été produits là, au moins à 30%, travaillent à la Banque du Canada, donc ce n'est pas rien. On avait des professeurs qui étaient des anciens monétaristes à la Banque du Canada et mon prof, justement, celui qui m'a initié au style que je fais, dont vous m'avez connu, c'est-à-dire l'économie financière, ou disons la macroéconomie appliquée à la finance des marchés. Il s'appelle M. Steve Ambler, donc, qui est un ancien monétariste. Il était le conseiller spécial de l'ancien patron de la Banque du Canada à partir de 2000, je pense de 97, de 98 à 2005. Donc, c'était mon prof, vous comprenez. Donc, c'était des gens qui étaient assez forts, assez importants. Donc, c'est à partir de lui que j'ai appris, que j'ai connu donc la finance des marchés, le trading. Je suis arrivé dans un moment où on parlait que de crise financière. J'ai commencé ma licence en économie en 2008, donc on parlait que de ça. Donc, du coup, il n'y avait pas le choix d'apprendre les marchés financiers. Après ça, je me suis moi-même auto-formé avec quelques livres que j'ai lus, notamment des classiques comme The Market Wizard, que vous connaissez, je crois, Martin Schwartz. J'ai lu aussi des livres sur les produits futurs, des choses comme ça. Je me suis inscrit à des tournois, à des concours, on va dire, universitaires pour de la gestion de portefeuille à l'école des sciences et de gestion, là où j'ai étudié, qui était en partenariat avec la Banque de Montréal, donc la BMO. Ils venaient dans le cadre de partenariat universitaire pour recruter des étudiants qui étaient capables de réaliser des performances sur des portefeuilles lors des concours pour après être recrutés pour être trader ou bien gestionnaire de risque dans les salles de marché. Et je me suis inscrit, j'ai échoué 2 fois de suite. OK? J'ai fini la première fois, ils prenaient seulement les 2 premiers. J'ai fini 4e. Et la deuxième fois, j'ai fini aussi 3e. Donc, ils prenaient seulement les 2 premiers, c'est-à-dire les finalistes. Donc, bon, ça m'a un peu dégoûté, mais ce n'est pas le même trading que ce que vous connaissez. Ce n'est pas le trading de achat ou vente, des choses comme ça. C'est un trading un peu pour institutionnel, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle le buy-side trading, c'est-à-dire c'est la collection de valeurs pour constituer des portefeuilles performants afin de surpasser les performances qualifiées de benchmark sur le SP500. Et ce sont des fonds qui recrutent des jeunes comme ça à l'époque. C'était en 2011-2012, donc je venais fraîchement de finir
ma licence. Après ça, j'ai étudié la finance immobilière, donc je m'intéressais à ça beaucoup aussi, à tout ce qui est calcul d'hypothèque, évaluation de propriété, des choses comme ça. J'ai fait ça et puis lorsque j'ai fini, j'ai fini avec un diplôme d'études spécialisées, d'accord, un DSS comme on dit. Je n'avais pas voulu faire la maîtrise parce que bon, j'étais jeune, je voulais chercher à travailler le plus rapidement possible, donc euh, je travaillais déjà, je faisais des petits boulots étudiants, comme vous le connaissez. Quand on est étudiant, on fait des petits boulots à côté pour payer les cours et tout ça. Donc, je voulais vraiment travailler comme professionnel. Donc, je ne voulais pas faire maîtrise, doctorat, des choses comme ça. Et après ça, quand j'ai fini mon diplôme, mon DSS, j'ai fait mes certifications professionnelles parce qu'au Canada ou dans les pays anglo-saxons, vous pouvez avoir des diplômes, mais si vous n'avez pas des titres spécifiques dans votre domaine, vous n'aurez pas les chances d'être recruté. D'accord? Donc, il fallait avoir des titres. Donc, j'ai fait le titre pour travailler dans les fonds d'investissement au Canada, les fonds mutuels, l'équivalent du livret A en France, les fonds ségrégés. Donc, tout ce qui est outils qui concerne seulement les gens en institution. D'accord? Ce qui s'appelle l'IFIC. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait aussi le CREF, donc le Certified Real Estate Finance. Donc, j'ai fait ça aussi. Ça fait 2. Quoi d'autre encore? Il y a un titre que j'ai passé. Bon, lui, c'était un cours en ligne. C'est comme pour avoir des crédits, des accréditations. Donc, lui, je l'ai fait, mais je n'ai pas demandé la licence pour exercer, qui s'appelle le DLC. C'est le Derivative License Course. Donc, c'est encore un titre pour montrer en fait les connaissances sur les produits dérivés, notamment les options et contrats à terme. Donc, tout ce qui est options, contrats futurs, ETF, des choses comme ça. En temps, à côté, je travaillais, j'apprenais à trader seul. Je faisais j'investissais sur des ETF pour mon compte perso. Et ce n'est qu'en 2000, fin 2013, début 2014, que j'ai commencé vraiment à m'intéresser à la spéculation, d'accord, au trading en griffe, d'accord. Donc, fin 2000, je pense fin 2013, d'accord, non, fin 2012, début 2013, d'accord. Donc, c'est là que j'ai commencé vraiment à faire du trading intensif, placer des montants. Donc, on va dire que je rentre dans ma 7e année pratique de trading sur les marchés. Mais en termes de connaissances théoriques, connaissances boursières et tout ça, ça fait pas mal 11 ans que je suis dans le domaine. D'accord? Donc, c'est ça un peu mon expérience, mon parcours. Donc, bien sûr, il y a des hauts et il y a des bas. Le trading, c'est un métier qui demande donc au-delà de la dimension fun, parce que beaucoup de gens croient que être trader, c'est venir comme ça, s'improviser, prendre des positions et puis gagner de l'argent. Malheureusement, c'est un métier. Je suis désolé de vous décevoir, mais si vous voulez devenir professionnel, faire fortune sur les marchés, il faut plus que ça. D'accord? Ce n'est pas juste, c'est pas un ticket de loto que vous prenez, vous grattez pour espérer gagner. D'accord? Ça prend beaucoup plus que ça. D'accord? Il faut vraiment travailler, il faut se former, il faut être encadré par des gens qui ont cette culture de marché et ne pas se laisser distraire par tout on va dire, le résultat de ce que vous voulez avoir. Parce que comment les gens fonctionnent sur les marchés financiers, sur les réseaux sociaux surtout, on vous montre ce que tout le monde aimerait lorsqu'on est trader, c'est-à-dire la Porsche, la Lamborghini, la Ferrari, la maison de rêve, les appartements luxueux, la piscine. Voilà, ce sont des choses comme ça que vous aimeriez avoir et puis on associe ça à l'image de trader. Malheureusement, ça ne marche pas comme ça, d'accord? Il y a un processus en arrière, il faut travailler très fort et même après des années, ça peut ne pas venir parce que ce qui va vous maintenir sur les marchés financiers, ce n'est pas l'espoir de devenir riche. Non. Ce qui vous maintient en vie sur les marchés, c'est la passion et la culture des marchés. C'est-à-dire, c'est un aspect intellectuel au-delà de la dimension, on va dire, de prospérité économique que vous pouvez dégager parce que la spéculation, c'est un outil de prospérité économique. Hein. Ce sont des mesures qui sont utilisées par une certaine élite
pour décupler des capitaux, d'accord? Et il y a des gens qui consacrent leur vie à cela, c'est-à-dire ils commencent traders et ils finissent soit chef trader, donc ils ne passent plus des opérations. Voilà pourquoi dans les salles de marché, si vous remarquez, s'il y en a parmi vous qui me suivent actuellement, ont déjà été en salle de marché, la moyenne d'âge est au-delà en général 25 ans, d'accord? Ce sont des jeunes comme moi, comme vous, qui me regardez, qui viennent, qui tradent, et puis après un certain temps, après 5 ans, après 10 ans, ils ouvrent ils font autre chose, d'accord? Ils deviennent fortunés. Certains se ruinent, d'autres sont épaulés par des fonds ils finissent comme employés, mais ils sont employés, mais avec de gros moyens, d'accord? Ils ne traitent pas sur 10 000 $ ou 20 000, ils traitent sur 2 milliards, 3 milliards. Et ils ont des commissions de gestion, des frais de gestion qui sont à peu près de 20%. Pierre qui est dans le domaine, lui, il y sait parce qu'il il est gérant de fonds et il sait comment ça fonctionne. Donc, c'est un peu ça. Donc, ceux qui veulent devenir trader, ne croyez pas à ces gens-là qui vous font miroiter des choses. Vous savez que les réseaux sociaux, c'est le lieu où chacun fait ce qu'il veut. C'est vrai que ça nous a donné la possibilité de diffuser des messages gratuitement, de diffuser un contenu qui peut être exclusif, accessible à la grande majorité, mais c'est aussi le lieu où chacun vient pour faire du n'importe quoi. D'accord? Donc, il y a bien sûr des histoires d'horreur et puisque je ne m'inscrivais pas dans cette dynamique de vendre à tout prix des formations c'est-à-dire pour vendre, donc j'ai voulu rentrer dans des cadres plus privés, plus professionnels, afin de me consacrer à certaines personnes qui souhaitent bénéficier de ce que je sais faire. Voilà pourquoi je me suis redirigé tranquillement vers ça. Donc, c'est à peu près mon parcours. Voilà, donc universitaire à trader indépendant. J'ai travaillé aussi pendant vaguement à peu près 11 mois, presque un an, chez Ocam Capital, donc où j'étais simple analyste junior macro. Donc, je ne passais pas d'ordre, mais je voyais les ordres qui étaient passés. Je voyais des gens qui tradaient devant moi. J'avais un directeur, donc je ne pouvais pas passer des ordres moi seul. C'était dans un cadre très strict, très spécifique. Et puis bon, des questions je me sentais plus à l'aise. Et puis aussi, j'arrivais à un moment où je voulais changer d'air parce que j'étais à Montréal, donc j'ai quitté la province pour venir m'établir ici en Ontario, plus précisément à Kingston. Donc, c'est pas loin d'Ottawa. Je suis entre Ottawa et Toronto. Et puis, en 2016, j'ai commencé vraiment à m'afficher sur les réseaux sociaux à travers mes interventions, ma compréhension du marché financier, toutes les choses qu'on ne retrouvait pas généralement dans le grand public. J'ai commencé à démocratiser les éléments fondamentaux, la macro, la géopolitique, à peu près comme est-ce qu'un gérant de fonds pense pour prendre des positions. Et ça a bien marché parce que dans la sphère francophone, je suis quasiment reconnu comme la personne qui a démocratisé à part entière cette approche des marchés. Quand moi j'arrivais sur les réseaux sociaux, on ne parlait pas de taux de rendement obligataire, on ne parlait pas d'analyse d'indicateurs économiques, on ne parlait pas de beaucoup de choses que vous connaissez maintenant et que vous comprenez grâce aux vidéos, aux supports que j'ai mis, les cours en ligne que je vous ai mis. Chaque vendredi, si vous vous souvenez, pour ceux qui me suivent, on faisait des mini-cours sur l'inflation, la macro, les bons du trésor. Et ça a aidé. Et je suis content aujourd'hui que je vois des gens beaucoup de traders indépendants, parce que le mot trader particulier sonne un peu souvent péjoratif, mais les traders indépendants ont commencé à s'intéresser vraiment à cette façon de comprendre et de voir un peu le trading au-delà de juste prendre des clics ou faire du scalping, des choses comme ça. Vous comprenez? Donc, voilà un peu ma personne. Donc, pour les intimes, bon, ils pourront me contacter s'ils veulent savoir plus de choses au point de vue personnel. Voilà. Mais en fait, c'est ça. Au-delà de la dimension
on va dire, professionnel des marchés financiers. J'ai aussi une vie de jeune aussi. Donc, voilà, j'aime beaucoup m'amuser. Voilà, j'aime beaucoup les sorties, le cinéma, le sport, des choses comme ça. Voilà. Donc, voilà un peu en gros mon CV que je résume pour vous. J'ai une famille aussi. Voilà, j'ai des enfants et j'ai 2 filles. Donc, c'est ça que je voulais à dire pour ceux qui souhaitaient me connaître. Mais je reste accessible et ceux qui veulent me joindre, n'hésitez pas. Je serai avec grand plaisir de discuter avec vous. Et puis, voilà quoi. Donc, voilà un peu mon CV. OK? Alors, je regardais les questions en temps, les réactions. S'il y a des questions, n'hésitez pas à l'écrire dans le chat parce que ça fait toujours plaisir de vous lire. Puis, on débat et tout ça. Alors, Ferdinand qui dit merci beaucoup, cher frère, je suis fier de toi. Merci à toi pour tout. Alors, Christine Jacob, never give up, look where you are now. Great job. Thanks, Christine. And you're definitely welcome here whenever you want. We can see you and share a great time, for sure. Justin Magier, qui est là, je salue. Alors, Justin Magier, qui est un jeune qui me suit aussi, probablement, je peux déjà dire que lui, ça va être certainement un prodige ou une perle parce qu'il a à peine 16 ans, je crois, et il va définitivement, dans le futur, ça sera quelqu'un qui sera déjà beaucoup avancé. Il saura des choses que nous, on a acquis pendant 10 ans. À 30 ans, il le saura peut-être quasiment au début de la vingtaine. Donc, je le considère comme un prodige. Donc, félicitations à lui pour cette maturité extraordinaire qu'il affiche. Et voilà, 2020 ne peut être que ton année, Justin. Donc, si tu me suis, félicitations à toi. Pierre Degré, donc mon ami Pierre, qui dit un fonds sur les matières premières, c'est minimum 100 millions. Bon, voilà. Donc, ça, c'est la parole de quelqu'un qui est dans le domaine. La norme, c'est 500 millions, voire plus d'un milliard. Donc, c'est à peu près ça pour ceux qui souhaitent travailler comme hedge fund ou commodity manager, des choses comme ça. C'est vraiment généralement des montants astronomiques pour travailler là-dedans, soit en tant que gérant ou bien en tant qu'intervenant ou investisseur. Emerson Filoska, qui est là aussi, soit salué. Merci d'être présent à ce direct. Si tu as des questions, n'hésite pas à l'écrire parce qu'on se suit quand même de loin. On n'a jamais eu l'occasion de se parler. Donc, aujourd'hui, c'est l'occasion. Le thème d'aujourd'hui, c'est bien sûr, comme j'ai mis dans le descriptif, le bilan de mes activités professionnelles que j'ai décrit tout à l'heure, donc de 2019 à 2020, les perspectives aussi de 2020 dont j'ai évoqué également. Et là, on va parler bien sûr de ce qui s'est passé sur les marchés financiers. Alors, pour la dernière partie de mon intervention, que si vous prenez en cours, vous pouvez aussi écrire également dans le chat, qu'est-ce que vous pensez de l'année 2019, comment ça a été pour vous, qu'est-ce que vous pensez de l'année 2020. Mais en fait, on a eu récemment des indices qui ont fait des sommets records, d'accord? On a eu également l'ensemble des devises majeures au niveau du Forex, certaines devises en tout cas, notamment l'euro-dollar, l'USD-CAD dont je suis le spécialiste reconnu, l'euro-dollar commence à progresser vers le haut et puis l'euro-dollar a fait un nouveau creux. D'accord? On est même passé en dessous de 1,30. Bon, ça c'est vrai que je vous avais souvent alerté d'être baissier sur l'USD-CAD depuis de nombreuses périodes. Ceux qui me suivent sur TradingView peuvent attester que ça fait au moins peut-être 3-4 mois ou même plus que je vous dis d'être baissier sur l'USD-CAD. On avait défini le range dans lequel nous travaillons et il y avait certains seuils, certains niveaux d'intervention que je vous donnais de façon hebdomadaire à travers les émissions que j'anime. Mais je tenais à vous dire que l'USD-CAD qui baisse, ce n'est pas anodin, d'accord? Et ce n'est pas pour des raisons techniques ni pour des raisons fondamentales, notamment aussi pour l'euro-dollar, d'accord? On a vu l'euro-dollar
commence à monter. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui tombent dans les mêmes pièges. Alors que je vous avais exhorté beaucoup à ça, que ne faites pas, c'est pas parce qu'un marché monte que ça veut dire que c'est le début d'un nouveau cycle. D'accord? Il faut savoir bien découper votre marché, il faut savoir le regarder. Ceux qui ont accès à des plateformes puissantes, avancées, comme par exemple pour Real Time, si vous regardez les marchés en données annuelles ou en données trimestrielles ou en données, je sais pas moi, semestrielles ou bien mensuelles, vous allez voir que l'euro-dollar n'est pas dans les dispositions pour être acheteur. D'accord? Souvenez-vous, depuis quand Draghi était là, parce que Mario Draghi est venu de 2012, l'euro était à 1,44, 1,43, 1,44, et il est parti, il a quitté en 2019, à l'automne 2019. Et l'euro avait fait un creux de 1,09. D'accord? Donc, c'est lui, il est le principal artisan de la dévaluation de l'euro par rapport au dollar. OK? Il avait déjà défini le cadre purement macroéconomique, le cadre monétariste. Et quand vous étudiez les graphiques de long terme, puisque cela inclut les différents chocs ou les différentes interventions que les banques centrales ont bien pu faire, vous allez voir qu'il n'y avait pas de surprise que l'euro soit aussi baissier. D'accord? Alors, mon point de vue là-dessus, parce que ça ne reste qu'un point de vue, certes subjectif, mais c'est mon point de vue, je ne suis pas haussier sur l'euro-dollar. Parce que avant de descendre à 1,12, 1,13, 1,14 ou bien de descendre à 1,09, on avait beaucoup travaillé sur 1,15. 1,15 était le seuil, on va dire le seuil même annuel, hein, parce qu'on a fait peut-être 1 an et demi. Si ceux qui me suivent ont accès à un graphe, vous pouvez regarder tout de suite pendant que je parle pour me corriger si ce n'est pas vrai. Le seuil de 1,15 a été un seuil qui était extrêmement travaillé. Et ce n'est pas un seuil anodin parce que c'est un seuil où il y a eu beaucoup d'interventions de banques centrales. Il y a eu le fameux programme de ce qu'on appelle les PAP, donc les Purchase Asset Program, ou le programme de rachat d'actifs qui avait été initié, je crois, à ce seuil-là. Il y avait eu aussi le programme pour la première fois qu'on avait entendu parler des TLTRO, qui est le Targeted Long-Term Refinancing Operation, quelque chose comme ça. Donc, c'est un programme de refinancement, d'assouplissement du crédit au niveau corporatif, d'accord? Donc, pour aider les entreprises à réinvestir une manne financière importante afin de relancer les activités. Parce que ça arrivait au moment où on avait vu que l'action de Deutsche Bank et de Danske Bank s'écroulait parce qu'ils étaient menacés de faillite. Vous avez échoué au fameux bank stress, d'accord? Ils avaient échoué à ce test-là, le test de bank stress. Donc, du coup, il y a des détails importants que vous devez suivre. Quand le marché est redescendu au-dessus de ce niveau, on n'a jamais été au-dessus de ce niveau. On a toujours continué à baisser et à faire de nouveaux records, mais des records baissiers. D'accord? Alors aujourd'hui, je suis étonné de voir certaines personnes qui disent que l'euro, ça y est, l'euro est haussier. Non, l'euro n'est pas haussier. D'accord? L'euro peut monter jusqu'à 1,14, jusqu'à 1,13. Je pense qu'il est déjà presque à 1,13. Il est à 1,1230, 1,1250. Mais il peut aller jusqu'à 1,14, il peut aller jusqu'à 1,15. Mais tant qu'il ne repasse pas au-dessus de 1,15, l'euro-dollar a toujours des relents baissiers. D'accord? C'est clair. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est les repères historiques que je vous ai énoncés tout à l'heure. C'est l'analyse fondamentale dont je vous parle. Et puis, techniquement, si vous voulez, vous pouvez aller regarder au niveau du graphique, l'euro-dollar, il n'est pas haussier. D'accord? Il est dans une phase dans un fond baissier, mais avec une phase de neutralité, de range. D'accord? Donc, à ce niveau-là, il faut faire attention. Ne cherchez pas. Vous pouvez profiter du momentum haussier qui s'installe, pas pour des raisons fondamentales, pas pour des raisons techniques, mais pour des raisons mécaniques. Parce que vous savez qu'à la fin de l'année, la plupart des gérants de fonds, en tout cas au niveau des cambistes et au niveau des gérants de fonds obligataires, parce que si vous tradez les bons du trésor, vous tradez indirectement la monnaie, donc le taux. À la fin de l'année, il faut qu'ils réajustent leurs comptes, ce qu'on appelle le calibrage des comptes. Donc, c'est un rebalancement des comptes en différentes devises, parce que dans chaque fonds financier ou dans chaque
fonds de cambistes ou de traders de change, ils ont des comptes en yens, des comptes en devises japonaises, donc yens, des comptes en sterling, donc devises britanniques, des comptes en dollars canadiens. C'est-à-dire que eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils font de la pondération. Donc, ils attendent les monnaies qui sont très fortes, ils les accumulent. Les monnaies qui ne sont pas fortes, qui ne baissent pas, mais qui ne montent pas non plus, ils font de la couverture avec ça pour maintenir certains niveaux de valeur de leur portefeuille. Et puis, les monnaies qui sont très faibles, ils s'en débarrassent. Donc, ils font 3 opérations, d'accord? Ce qui fait qu'à la fin de l'année fiscale qui est en cours, donc l'année 2019-2020, il faut qu'ils balancent ces comptes-là pour les remettre à zéro, pour reprendre un nouvel exercice qui va commencer en 2020. Donc, à la fin de l'année, c'est-à-dire 31 décembre, 30 décembre, 31 décembre, il faut qu'ils se débarrassent de certaines paires, voilà, pour réajuster leurs comptes. Donc, ils vont se débarrasser, par exemple, s'il y a des paires qu'ils ont trop accumulées, comme le dollar, puisque le dollar joue le rôle d'actif refuge et le rôle aussi d'aversion pour le risque et aussi d'appétit pour le risque. Ils doivent s'en débarrasser, d'accord, pour remettre le compte à zéro, s'ils ont trop accumulé, parce qu'ils ont confiance à la monnaie. Et cela fait chuter brutalement la valeur du dollar, mais de façon purement mécanique, structurelle, d'accord? Parce qu'après, ça va pouvoir s'ajuster avec le commencement de la nouvelle année, quand ils vont redémarrer les nouvelles opérations. Ce qui fait que des paires qui étaient relativement stables se mettent à chuter brusquement et d'autres se mettent à remonter, d'accord, subitement. Mais cela ne veut pas dire que l'euro-dollar est haussier ou bien l'USD CAD comment on appelle ça? L'USD CAD est baissier définitivement, d'accord? C'est vrai qu'on était dans des configurations baissières, donc si on chute au niveau de l'USD CAD, ça augure donc une sorte de continuité, puisqu'on casse des niveaux majeurs à cause de la chute de la monnaie. Mais pour des paires, pour des cas comme l'euro-dollar, on n'était pas dans des configurations haussières, on était dans une configuration de stabilisation, de latéralisation, voire de baisse. D'accord? Donc, le fait que l'euro remonte un peu de façon structurelle, cela ne veut pas dire que l'euro est définitivement haussier ou commence à être haussier. Il faut qu'il repasse au-dessus des niveaux qui ont été fortement travaillés, qui sont des repères historiques, des repères importants, qui symbolisent en fait l'intervention de différentes banques centrales pour des raisons que j'ai énumérées tantôt, afin de pouvoir redémarrer un nouveau cycle de hausse ou un nouveau mouvement. D'accord? Donc, faites attention à cela. Au niveau des indices aussi, c'est vrai que les indices ont fini l'année quasiment avec presque, il me semble, le SP500 a fini nettement à presque 30%, d'accord? 28 et quelques, donc 30% qu'il a enregistré de performance au cours de cette année. Et la majorité, ou on va dire un grand consensus de gérants de fonds ou bien des hommes d'affaires fortunés ou des gens qui sont dans la sphère financière, qui sont puissants, notamment Jeff Bezos, que vous connaissez d'Amazon, Bill Gates de Microsoft, Warren Buffett de Berkshire Hathaway, Sergey Brin de Google, des gens comme ça, même le mec de Facebook qui s'appelle Mark Zuckerberg, ont tous dit unanimement qu'ils s'attendent à ce que les marchés financiers corrigent au moins de 5 à 10%, d'accord, en début de l'année. Bon, cette déclaration, quand ils l'ont faite, c'était dans un contexte bien précis parce qu'on parlait bien sûr des risques de récession, des choses comme ça. De plus en plus, on sent pas vraiment, on sent qu'on dirait que la question de la récession de plus en plus commence à être annihilée. Donc, c'est comme si le choc qui était prévu est en train de s'atténuer, mais ça n'exclut pas la correction qui arrive, qui est en train de mûrir, qui est en cours. Et puis, on a eu un élément déclencheur, un catalyseur, comme d'habitude, qu'à chaque fois qu'on est sur des niveaux importants, il y a souvent des catalyseurs qui arrivent pour soit pousser le marché pour aller plus haut ou bien pour le faire redescendre. On a eu bien sûr la déclaration de Kim Jong-un qui a alerté le président Donald Trump, donc le leader de la Corée du Nord, qui a dit qu'il n'y a pas de deal concret entre
la Chine et les États-Unis, lui, il va commencer à regarder la question du nucléaire. Donc, recommencer encore les essais de missiles balistiques. Alors, on ne sait pas pourquoi il dit ça, parce qu'on ne voit pas le rapport entre le nucléaire et les traités commerciaux, mais certainement au niveau des partenariats, s'il y a un clan qui soutient un autre, il faut que le clan qui soutient soit vraiment clair. Donc, c'est des questions, des relations, on va dire, géopolitiques. Voilà pourquoi il a dit et il a ouvertement dit, parce que vous vous rappelez que le gouvernement de l'administration Trump avait soutenu ouvertement Hong Kong, d'accord, les manifestants Hong Kong qui sont matés par l'administration chinoise. Donc, ça avait dégradé les relations au niveau de la guerre commerciale. Donc, si le leader de la Corée du Nord a pris parti pour la Chine et que la Corée du Sud, bien sûr, supporte les États-Unis, c'est dans cette direction-là que peut-être on se retrouve avec les questions de nucléaire, d'accord, la question de dénucléarisation qui n'a jamais été ratifiée par la Corée du Nord, d'accord, pour des questions purement géopolitiques. Donc, cette déclaration a poussé le marché à prendre des bénéfices sur les indices. Et on a vu le SP500 perdre quasiment 20 points en ligne droite. Le Dow Jones a perdu à peu près 250 points, le Nasdaq à peu près 100 points, le DAX à peu près 200 points, et ainsi de suite. Donc, vous voyez que les marchés commencent à corriger. Mais l'objectif derrière, c'est quoi? C'est que quand un marché est trop survalué par rapport à sa moyenne, ce sont mes premières vidéos que j'avais enregistrées pour vous. Si vous n'avez pas vu, je vous réinvite à aller le consulter, à le revoir. Mais je vous ai dit que quand l'écart entre le prix actuel et puis la moyenne qui est en cours est trop grande, le marché a tendance à reconverger vers sa moyenne parce qu'il se compare toujours à son benchmark. Donc, ça, c'est des phénomènes purement psychologie de marché. D'accord? Donc, si les indices, de façon globale, de façon générale, ne clôturent pas ou ne cassent pas cette moyenne mobile, soit de 200 périodes, de 250, moi, j'utilise souvent la moyenne mobile pondérée de 260, donc ce que souvent abrégé WNA. Pourquoi pondérée? Parce que mathématiquement, c'est pour mieux capter le poids de la volatilité ou des gaps. D'accord? Une moyenne mobile exponentielle est une moyenne mobile dynamique, donc qui fait juste attention fait attention aux changements drastiques des prix liés à la volatilité, mais une moyenne pondérée, juste, elle prend en compte bien sûr les gaps, donc le poids des gaps et le poids des grosses amplitudes. Voilà, donc c'est purement mathématique que j'utilise ça. Alors, cette moyenne mobile 260 périodes, si vous faites l'exercice chez vous après la fin de cette émission, vous allez voir qu'à chaque fois, on rebondit là-dessus. Et l'année passée, en 2019, si vous vous rappelez, on avait commencé justement, les marchés ont commencé avec une baisse. En 2018 également, on a commencé aussi avec une baisse, une correction. Et on est venu prendre appui sur cette moyenne mobile pour repartir vers le haut. D'accord? Donc, c'est dans cette direction que nous trouvons en ce moment. C'est-à-dire que les indices sont susceptibles de corriger jusqu'à la moyenne mobile et puis de voir maintenant si, tant qu'on ne la casse pas, est-ce qu'on on commencera un marché baissier, un bear market, ou bien on rebondit là-dessus et puis après les intervenants en bourse reprennent le marché pour le repousser vers le haut. D'accord? C'est des phénomènes purement psychologiques de marché. Vous comprenez? Et rappelez-vous également qu'en 2007, les gens ont commencé à parler de la crise financière, c'était démocratisé dans les médias de masse à partir de fin 2008, début 2009, mais les marchés avaient commencé déjà à baisser à partir de août 2017. Vous comprenez? Donc, c'est vraiment le barème, c'est la moyenne mobile. Hein, c'est ce que j'avais expliqué également pour ceux qui me suivent dans mon intervention avec notre club d'investissement qui est le Prosperity Club, où j'avais dit qu'il faudrait arrêter de se faire peur. Tant qu'on ne passe pas en dessous de cette moyenne, les marchés sont susceptibles toujours de remonter. Parce que n'oubliez pas aussi qu'il y a l'élection de Donald Trump. D'accord? L'élection présidentielle, il est candidat à la candidature. D'accord? Il est candidat à sa propre succession. Vous comprenez? Et 2020 est une année cruciale, une échéance électorale importante aux États-Unis. D'accord? Donc, les marchés, certainement, vont essayer d'être maintenus en léthargie. Ils vont essayer d'être maintenus de façon stable pour attendre la décision des Américains à élire le nouveau président. Vous comprenez? Donc, on peut avoir des corrections jusqu'à ce qu'on parte plutôt se stabiliser sur ces moyennes-là.
Et puis maintenant, avec le résultat des élections, on aura de nouvelles impulsions, comme quand Trump est arrivé en 2016, le Dow était à 16 000 points, 16 ou 18 000. Et puis, jusqu'à présent, il a fait monter jusqu'à 18 000, jusqu'à 28 000. Donc, le Dow a pris quasiment 10 000 points en 4 ans. Donc, ça fait quasiment 2500 points par année depuis que Trump est là. Et c'est des phénomènes qui sont très importants, qu'il ne faut pas négliger quand vous faites de l'analyse sur les marchés financiers. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Donc, on a parlé, pour finir, pour récapituler, on a parlé donc du bilan de mes activités de 2019-2020. On a parlé également des perspectives, de ce que je m'attends avec en 2020. Je vous ai décrit un peu Gestia, mon parcours, mon CV entre autres. Je vous ai parlé un peu du Prosperity Club, dans le club dans lequel j'interviens, que je travaille, que je défends, dont je défends les intérêts. Et puis, je vous ai parlé aussi un peu de l'opinion, mon opinion globale des marchés pour 2020, pour à suivre sur les actifs financiers ou sur le Forex et sur les indices. D'accord? Donc, c'est ce que je tenais à partager avec vous. Encore une fois de plus, merci d'avoir été là. Bonne heureuse année à toutes et à tous. Merci à tous ceux qui ont participé à ce live. Je vois Asif Issoufali, un grand ami qui est du côté de l'île de la Réunion, entre Dubaï et l'île de la Réunion, donc fondateur de l'école qu'on appelle Run Finance Conseil. D'accord? Emerson Filoska qui était là, Justin qui était là, Charles aussi, Charles Cloutier, Marc-Antoine, puis Bauduc, et puis tous et toutes celles qui ont participé, Christine Jacob aussi. Merci d'avoir participé à ce direct, à cette intervention. Ça me fait plaisir de vous revoir et on aura l'habitude de l'occasion de se revoir assez souvent en 2020 pour aider la plupart de ceux qui me suivent, tous ceux qui sont intéressés, à progresser sur les marchés financiers et à définitivement connaître les secrets pour, on va dire, percer le milieu de la finance et, entre griffes, faire de l'argent. Voilà. Merci encore. Passez une très belle semaine, bon week-end. Et puis, on se retrouve plus tard pour d'autres émissions. Bonne heureuse année à tous et à toutes. Merci.